bienvenue dans Very Hard. Précédemment, nous avions vu comment certaines consoles à support CD étaient protégées contre la copie et le zonage des jeux. Mais saviez-vous que cette problématique se posa également pour certaines consoles à support cartouche? Cela tombe bien, car c'est précisément de ça dont je vais vous parler. Les premières consoles à cartouche, comme la Fairchild Channel F ou l'Atari 2600, ne présentaient pas le moindre composant dédié à sa protection. Rien n'empêchait donc quiconque de fabriquer ses propres cartouches compatibles. Des versions bootleg, c'est-à-dire des copies de cartouches, pouvaient ainsi être créées sans véritable difficulté technique. Sur Atari 2600, un appareil nommé le CopyCart permettait même de dupliquer ses jeux sur une cartouche vierge, et cela en toute légalité. Ce fut d'ailleurs grâce à cette absence de protection et à la jurisprudence dans l'affaire Atari-Activision que les éditeurs tiers purent apparaître sur le marché. Mais le revers de la médaille fut un déferlement de titres médiocres sans aucun contrôle qui devint par la suite un des facteurs majeurs du crash du jeu vidéo américain en 1983. Nintendo, qui ne rencontrait pas ce problème sur le territoire japonais avec sa Famicom, dut considérer la question d'un point de vue technique. S'il voulait appliquer le même système de licence hors du Japon, il lui fallait donc une protection brevetée. Avec la sortie de la NES aux États-Unis en 1985, Nintendo utilisa ainsi un format de cartouche différent, abritant un tout nouveau système de protection basé sur un duo de puces, les CIC. Les CIC étaient des microcontrôleurs aux fonctionnalités identiques spécialement créés par Sharp pour Nintendo. Dans le principe de cette protection, la NES faisait office de serrure dont la cartouche détenait la clé. Grâce à une valeur spécifique appelée graine, les données étaient calculées par les CIC puis comparées afin d'être authentifiées. Si aucune cartouche n'était insérée, la serrure activait le signal de redémarrage de la console, ce qui provoquait le fameux clignotement indiquant l'absence ou la mauvaise insertion de la cartouche. Mais combattre les jeux non officiels n'était pas la seule raison d'être de ce système. Celui-ci permit d'instaurer un zonage selon les différentes régions du globe. Plusieurs versions du CIC furent utilisées, dont seule la valeur de la graine différait. Néanmoins, cette protection fut contournée et de plusieurs façons. La première était d'envoyer une impulsion électrique qui bloquait le CIC. La seconde, plus élégante, fut trouvée par la société Tengen, une filiale d'Atari. Ces ingénieurs effectuèrent de l'ingénierie inversée sur le CIC afin de créer une puce compatible surnommée Rabbit. Grâce à cette puce, Tengen put ainsi sortir plusieurs jeux sur la NES sans payer le moindre droit à Nintendo. Étant donné que la Famicom ne possédait pas ce fameux système CIC, la plupart des jeux pirates de l'époque y furent également portés. Mais si Nintendo se retrouva à devoir composer avec le piratage, son plus célèbre concurrent ne fut lui non plus pas épargné. À l'occasion de la sortie de la Master System, Sega ne développa aucun système de protection similaire au CIC. La première console du constructeur n'était équipée que d'un simple zonage. Une protection qui pouvait d'ailleurs être contournée de manière logicielle. Mais cela étant, à l'origine, cette fonctionnalité n'était pas destinée à limiter le lancement des jeux. Au contraire, une même cartouche pouvait contenir plusieurs langues, se contentant de changer l'affichage selon l'origine de la console, à l'instar du jeu Zillion. À la sortie de la Mega Drive, Sega décida de réemployer un zonage. D'abord, celui-ci se basa sur la forme des cartouches, différentes selon les régions. Puis, certains jeux inclurent une vérification software de la zone de la console. Si celle-ci n'était pas la bonne, un message d'erreur apparaissait. Une protection qu'il était toutefois possible de contourner par le biais d'un adaptateur spécial. Et ce fut ainsi que malgré ses efforts, Sega ne put empêcher la sortie de cartouches pirates. De son côté, Nintendo réemploya les acquis du CIC pour les besoins de la Super NES. Si le composant restait le même, le programme fit, lui, l'objet d'une évolution. Il fut ainsi amélioré afin d'empêcher l'emploi des méthodes de contournement éprouvées sur la NES. Le CIC finit même par être carrément inclus dans les différentes versions de la 16 bits. Seule sa graine différait, à l'exception de la Super Nintendo américaine et de la Super Famicom qui en possédaient une version identique. Néanmoins, pour éviter que les jeux fonctionnaient dans ces régions, la forme de leur cartouche fut différenciée. Mais malgré toutes ces précautions, les premiers copieurs apparurent sur Super Nintendo, comme le Super Pro Fighter. Leur fonctionnement était simple. Le jeu était copié sur disquette 3,5 pouces qui se transférait à la mémoire de la console, émulant ainsi une cartouche. La console considérait alors qu'une cartouche normale était insérée et procédait au lancement du jeu. Par la suite, certains copieurs plus évolués furent eux-mêmes équipés d'un CIC. Pour faire tourner les jeux d'une autre région que celle de la Super Nintendo, il était nécessaire d'employer un adaptateur. 2 cartouches étaient à inclure, un jeu de la même nationalité que celle de la console et le jeu importé. Mais suite à ces contournements, Nintendo ne tarda pas à contre-attaquer.
des protections furent insérées dans le code des jeux, se chargeant de vérifier la taille maximale de la sauvegarde. La sauvegarde étant alors, en effet, souvent plus grande quand le jeu tournait sur un copieur. L'autre méthode de protection consistait à vérifier la région de la console via la lecture d'un registre. Le jeu Earthbound devint ainsi l'un des jeux les plus protégés de la Super Nintendo avec de multiples vérifications. La dernière intervenait lors du combat final. En cas de litige, celle-ci provoquait le plantage du jeu et procédait à l'effacement de toutes les sauvegardes. Nintendo tenait avec le CIC un système de protection plutôt performant. Et celui-ci, à l'instar des créations du célèbre constructeur, pouvait compter sur une structure évolutive. La Nintendo 64 possédait l'ultime révision du CIC. Celle-ci renforçait le chiffrement des échanges entre la cartouche et la console. Mais comme pour la Super Nintendo, des copieurs comme le Dr 64 firent leur apparition. Mais cette fois-ci, les jeux furent autrement plus difficiles à pirater. Il fallut même attendre 2012 pour qu'une version pirate de Banjo-Tooie apparaisse. Si les consoles de salon firent l'objet d'un certain nombre de protections, la question fut longtemps omise pour les consoles portables. Avant l'arrivée de la Nintendo DS, il n'existait même alors aucune protection ni le moindre zonage. Cette console portable inaugura par la même occasion une toute nouvelle technique de protection pour ses cartouches. Lors de l'insertion d'un jeu, le firmware de la console déchiffrait une zone où se situait une clé. Si la clé en question n'était pas bien déchiffrée, alors le jeu ne se lançait pas. En principe, il était impossible de relire cette clé une fois la première étape de déchiffrement effectuée. Mais par l'exploitation d'une faille, celle-ci devint accessible et conduisit à la protection de cartouches non officielles. Ce fut alors pour les cartouches de type M3, communément appelées Linkers, le début d'une popularité à l'échelle mondiale. De nos jours, toutes les consoles de salon emploient un support optique. Il faut désormais se tourner vers les portables, comme la 3DS et la Vita, pour retrouver un support cartouche. Et si le principe des composants supplémentaires dédiés à la protection a bel et bien disparu, ce sont des techniques modernes de chiffrement qui sont désormais utilisées. Mais ça, c'est une autre histoire.